Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et bienvenue pour cette deuxième journée, Cité 21, ce carrefour d'idées, territoire des élus. Et bien voilà le plateau. Nous sommes en direct sur la page Facebook. On va partager un temps d'échange avec évidemment Ludovic Rochette, le président de l'AMF 21, face à lui, des sénateurs et une sénatrice. Et on va tout de suite laisser la parole pour les questions. Ludovic Rochette, mesdames, messieurs. Oui, merci. On n'est pas face à face, hein, on est côte à côte. Et on voulait absolument, surtout dans le contexte actuel, eh bien, vraiment montrer qu'on est dans une phase de dialogue. On l'avait ouverte dès l'année dernière avec les députés. On les a reçus hier, ça a été un petit peu sportif, mais c'est le jeu démocratique du débat. Et donc j'ai vraiment plaisir de recevoir nos 3 sénateurs aujourd'hui avec quelques petites questions, mais bien sûr c'est plus une interaction avec vous, avec la salle. Et je voulais au préalable rappeler qu'on est dans un contexte qui est bien sûr très particulier, cher Fanfan, moi je mets mon mouchoir dans ma poche. Je me dis que c'est les débats que nous avons eus peut-être très rudes au cours de l'automne, on ne regarde plus dans le rétro, la situation est très tendue et le président de la République a voulu proposer une ouverture au cours de l'hiver de dialogue, notamment avec les 35 000 maires. Et bien on participe à cette phase qui doit être une phase de co-construction avec, je l'espère, eh bien des fruits qui vont apparaître suite à cette discussion. Et eh bien l'invitation est lancée. On a invité le président de la République en Bourgogne-Franche-Comté en tant que responsable des maires pour la région avec mon collègue Pierre Ray. On l'a officiellement invité. On veut très rapidement que cette rencontre se fasse parce qu'on est dans un contexte qui nécessite vraiment eh bien, un débat et surtout des solutions pour tous nos territoires. Alors je voulais vraiment vous remercier de jouer le jeu parce que je sais que vous êtes au quotidien en connexion avec les élus. Et on a 3 petites questions. Après, la parole est complètement libre et vraiment, il faut que ça soit une interaction avec l'assistance. Première question. Eh bien, les sénateurs ne pouvant plus être maires, le Sénat reste-t-il quand même, entre guillemets, la Chambre des communes? Je laisse la parole. Anne-Catherine? Anne-Catherine Loisier? Oui, non, mais c'est une vraie question qu'on entend d'ailleurs beaucoup sur nos territoires depuis ces fameuses lois de 2014 qui ont interdit en fait le cumul entre une fonction exécutive locale et les fonctions de parlementaires avec comme argument, eh bien, il faut laisser aux parlementaires le temps de réaliser pleinement leur mission et que voilà, qu'il n'y ait plus de doublons. Ça a été ressenti comme ça chez l'ensemble de la population. Moi, ce que je veux d'abord rappeler, c'est que l'article 24 de la Constitution précise toujours que le Sénat a un rôle particulier de représentation des collectivités locales. Et en cela, on le voit, je dirais, dans la configuration sociologique des sénateurs, c'est-à-dire que la grande majorité, je ne me suis pas amusée à regarder précisément, mais je pense que c'est presque la totalité des sénateurs ont été des élus locaux dans les communes, dans les départements, dans les régions, mais aussi dans l'intercommunalité, qui est quand même un échelon aujourd'hui complexe et qu'il faut connaître. Et je crois que l'important, c'est cela. C'est qu'aujourd'hui, comme demain, le sénateur ait bien été un élu local. D'ailleurs, il peut le rester, sans qu'il ait forcément de fonction exécutive aujourd'hui, mais il peut le rester. Il peut rester dans une commune, dans un département et dans une région. Mais il est effectivement essentiel qu'il ait eu cette expérience, et même, je dirais, même cette expérience d'exécutif local, pour bien comprendre les rouages des institutions et pour pouvoir remplir au mieux son rôle à la fois de représentant des collectivités, mais aussi celui qui est en capacité, parce qu'il sait comment ça fonctionne au niveau local, parce qu'il sait comment s'imbriquent les différents échelons territoriaux, eh bien il peut, en tout cas il est le mieux placé pour améliorer la loi, pour faire des propositions législatives, pour contrôler le gouvernement parce qu'il a ce bagage et cette connaissance des territoires. Donc je dirais oui, le Sénat est toujours la Chambre des communes. On a peut-être même matière à le renforcer, mais on en parlera tout à l'heure dans le cadre de la réforme constitutionnelle, puisqu'on a un certain nombre de sénateurs à demander que le Sénat ait le dernier mot s'agissant des lois qui concernent les collectivités territoriales. Donc oui,
Le Sénat est bien la chambre des collectivités d'une manière générale, pas que des communes, et il entend bien le rester et même le développer. Alain ? Merci Ludovic de nous inviter devant les maires et devant les jeunes pousses, parce que c'est vous qui serez un jour maire, peut-être député, peut-être sénateur, c'est ce que je vous souhaite. Et c'est une manière aussi, Ludovic, de faire de la pédagogie, hein, parce qu'on a deux sortes de démocratie. La démocratie représentative, il y a la représentation nationale qui est celle des députés, où les citoyens sont représentés par les députés, mais la représentation des territoires, ce sont les sénateurs. Les sénateurs, le Sénat, c'est le grand frère des communes. Et ce qui me choque un peu, c'est quand on parle de territoire. Pour moi, un territoire, c'est, je parle en face d'un chasseur, un territoire, c'est le territoire d'un animal. Et pour moi, les humains, ce ne sont pas des animaux. Le territoire, c'est la France périphérique. Et c'est une manière d'un petit peu de dire que les territoires, c'est l'appendice. Vous savez ce qui gêne, là, en bas à droite, là, quand on opère, quand vous êtes de jeunes personnes, c'est l'appendice de ce qu'on est en train de montrer, de ce qu'on est en train de faire monter en boucle les métropoles. Donc il n'y a pas deux France, celle des métropoles et celle des territoires. La France de la mondialisation heureuse et la France de la mondialisation malheureuse. Il y a la France c'est une mosaïque de 35 000 communes, comme tu l'as dit si bien, Ludovic. La France, c'est important et le Sénat, il est là pour représenter les communes, représenter les territoires. Et comme l'a dit Anne-Catherine, les lois territoriales commencent toujours à être étudiées au Sénat. Et les rapports sur les collectivités territoriales, ils sont faits au Sénat. François Patria. Bien, on va essayer de faire bref pour que l'échange soit un peu tonique. J'ai compris que c'était un peu punchy hier, j'espère que ça le sera aujourd'hui, parce que si les débats sont plats et ternes, ça n'intéressera personne. Alors deux mots d'abord. Le cumul des mandats, je ne voudrais pas rappeler l'histoire ancienne que j'ai connue, mais lorsque j'ai été élu pour la première fois, on pouvait être maire, conseiller général, conseiller régional, député, président de FIVOM, tout ça. L'histoire a montré que le cumul, d'abord le cumul des indemnités qui était supprimé, le plafonnement ensuite, le non-cumul. Moi, j'ai toujours essayé dans toute ma vie de n'avoir que 2 mandats, et de ne jamais avoir plus de mandats, et de m'en borner. Un jour, j'ai été élu le même jour député, conseiller général et régional. Le soir même, j'avais laissé ma place au conseil régional, parce que je pensais que c'est dans l'histoire. Maintenant, est-ce que le Sénat est la Chambre des communes? Non, c'est pas la Chambre des communes. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec mes deux amis, parce qu'on est sénateurs, on est amis, hein, c'est pas le problème. Je pense que le système allemand, c'est un système où le Bundesrat représente, les gens sont désignés par les collectivités. Ce sont des maires, les cantons qui désignent les gens. En France, les députés, les sénateurs, ils sont élus par les maires, mais pas par leur institution. Donc ça veut dire que c'est pas tant le mandat qui fait ça, c'est le mode d'élection qui fait qu'un sénateur représente les collectivités, puisque son électorat, ce sont les maires et les conseillers municipaux. Donc c'est son essence même. Dernière chose, pour faire bref sur ce sujet, bon, je pense que effectivement, les sujets territoriaux, les sujets des collectivités sont mieux appréhendés au Sénat, parce que d'abord, il y avait chez les sénateurs traditionnellement, c'est moins vrai maintenant, une somme d'expérience locale vécue. On a tous été, tous les trois, maires ou conseillers départementaux, on l'a été. C'était vrai et c'est toujours majoritairement vrai, et que c'est vrai que les sujets des collectivités, la proximité, c'est normal d'ailleurs que les sénateurs parlent plus des collectivités, puisqu'ils sont élus par eux, c'est leur électorat, et c'est eux qui les rencontrent. C'est normal. Donc, on est toujours sur ce sujet. Dire qu'ils peuvent avoir le dernier mot, c'est renverser la Ve République, parce que sur les textes, dans les textes de la Constitution, c'est toujours l'Assemblée qui a le dernier mot, c'est elle qui est le fait majoritaire. On a vu que... Dernière chose, moi je pense que le fait que maintenant, il n'y a plus de cumul des mandats, ça change quand même la donne du Sénat. J'ai connu le Sénat il y a quelques années, il y a longtemps, quand il n'y avait pas de cumul, quand il y avait le cumul, les gens, ils étaient quand même plus dans leur mairie, dans leur région, ils étaient les deux, qui n'étaient au Sénat. La preuve en est, je ne voudrais pas citer des exemples célèbres, mais le maire de Lyon, il passait beaucoup plus de temps à Lyon qu'au Sénat. Vous voyez, je n'ai pas pris volontairement quelqu'un au hasard, hein, en particulier. D'ailleurs, je remarque, si vous aviez pu participer aux questions d'actualité hier au Sénat, que hier, maintenant, pour les questions d'actualité, c'est le jeudi,
Avant, les sénateurs, ils venaient le mardi, le mercredi, puis après ils repartaient dans leur mairie, dans leurs conseils régionaux, etc. Maintenant, ils sont là, en général du lundi soir. Moi, je vois mes amis, ça arrive le lundi soir, et on repart le jeudi soir. Et parfois même le vendredi soir. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de monde en séance maintenant, et on a passé cette semaine encore une session budgétaire, des propositions de loi mercredi. Il y avait beaucoup de monde dans le Sénat, il y a beaucoup plus de parlementaires présents. Les parlementaires, vous savez, les électeurs, ils disent, on les élit, puis on ne les voit pas. On ne les voit pas. Et bien là, maintenant, on les voit, parce que le fait d'avoir non-cumul, ça ne détache pas les gens du territoire. Ils sont élus par les maires, ils sont obligés d'aller voir les maires, et ils ont souvent un mandat municipal à côté, et dans le même temps, il y a plus de présence. Et je crois que c'est ce que souhaitaient les Français. Et on élit des parlementaires, c'est pour ce qu'ils soient à l'Assemblée ou au Sénat, et pas pour qu'ils soient forcément toujours à faire du terrain. Alors, c'est ambigu, parce que les gens voudraient qu'on soit partout en même temps. Ils voudraient qu'on soit au Sénat, mais ils voudraient aussi nous avoir près d'eux pour les aider. Je crois qu'il faut quand même choisir, pas le métier, mais la fonction de parlementaire, c'est d'être sénateur à plein temps, et c'est ce qu'on fait maintenant. Voilà. On va passer à une première phase de questions. Alain, tu voulais juste rajouter quelque chose avant la première phase de questions? Je voudrais répondre à François. C'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Et cette année, on est vraiment dans l'expression du non-cumul des mandats. Et si je n'avais pas été maire ou conseiller général, je ne vois pas comment j'aurais pu voter à la commission des finances et en hémicycle les lois sur les dotations globales de fonctionnement, les lois sur les taxes locales. Et je me pose beaucoup de questions sur l'avenir. Et il est important que les élus sénateurs viennent du collège des collectivités territoriales. Pour moi, c'est très important. Et la deuxième chose, Anne-Catherine a dit très justement que le Sénat pourrait avoir le dernier mot sur certaines lois, et je crois que ça se vérifie, et l'actualité nous rattrape actuellement, parce que vous voyez, cette assemblée, que connaît bien notre ami François Patria, cette assemblée est systématiquement contre les lois qui sortent du Sénat, les amendements du Sénat, et les commissions mixtes paritaires. Quand une loi est examinée au Sénat ou à l'Assemblée, elle passe par la navette et elle est examinée dans les deux assemblées. Et ensuite, quand les deux assemblées ne sont pas d'accord, il y a une commission mixte paritaire faite de 7 sénateurs et de 7 députés. Et systématiquement, les députés sont contre, ce qui fait que le travail du Sénat est jeté à la poubelle. Et j'estime qu'actuellement, et depuis le président Hollande, nous avons une assemblée immature. Je peux répondre là? Alors, on finit ça va commencer, non, ça va devenir punchy. On finit le ping-pong et après on attaque. Voilà, okay. Là-dessus, alors total désaccord avec Alain, et c'est bien. Ah. Bon, d'abord pourquoi? Le Sénat et son président Gérard Larcher dit « Nous sommes l'opposition ». Nous sommes l'opposition. Alors, si c'est demain l'opposition qui gouverne dans le pays, c'est pas la peine d'avoir une majorité. Donc c'est normal qu'au bout du compte, ce soit le parti majoritaire, la majorité, qui vote les lois. Parce que pour élire un programme, et puis si vous pensez que c'est l'opposition qui va l'appliquer, elle l'appliquera jamais. Par contre, différent. Ce qui est différent par ailleurs, c'est que c'est pas vrai que tout est jeté. Sur la loi, les ordonnances travail, sur la loi ferroviaire, de réforme de la SNCF, eh bien voilà, le Sénat est venu, le Sénat apporte toujours quelque chose, et jamais le travail n'est jeté. Dans chaque texte de loi, il y a un apport intéressant qui est fait par le Sénat et qui est retenu à la fin. Qui est retenu à la fin. Donc, vous voyez des textes de loi où d'ailleurs, ils ont voté avec nous. Donc, ce n'est pas systématiquement jeté. C'est jeté quand il y a... on ne va pas revenir dans les détails, mais globalement, non, le travail n'est pas toujours jeté. Certaines lois sont votées encore cette semaine par vous et par nous. Et c'est normal qu'en fin de compte, le texte de loi soit le texte de loi de la majorité et pas d'une assemblée qui se revendique comme une assemblée d'opposition. Alors, on finit la triangulation, si j'ai bien compris, Anne-Catherine, et après, on attaque les questions. C'est juste que de fait, bon, juste une petite réflexion, c'est dans les faits, dans la pratique, on voit que le bon sens et le pragmatisme du Sénat a parfois le dernier mot, puisque par exemple, s'agissant du gel de la hausse des carburants, eh bien, le Sénat l'a voté il y a 15 jours et finalement le président s'y est rallié il y a quelques heures. Donc, voilà. Alors, on attaque les questions. Pour les questions, vous présentez, c'est pour nos auditeurs et puis aussi pour le verbatim avec le président Jacques Ney qui attaque. Bonjour à tous, Jacques Ney, président du SECO. Moi j'ai une question à poser aux sénateurs. Je les remercie, vous savez, les fameux
fonds de concours qui sont très utiles pour les communautés et les syndicats d'électrification et pour les communes, parce que tous les travaux d'éclairage public, nous les faisions passer par les fonds de concours. Ces fonds de concours ont été votés à l'unanimité par les sénateurs. Je vous en remercie. Ça doit passer la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. J'espère que nos députés voteront de la même manière, parce que ça, c'est arrangé. C'est arranger uniquement les communes, parce que ces fonds de concours permettent de passer en investissement de l'éclairage public, sinon on serait obligé de les passer en fonctionnement. Donc c'est pour nos budgets, et je pense que c'est très important, et je souhaite que tous les députés, je n'ai pas pu être là hier, mais tous les députés puissent voter aussi bien que nos sénateurs. Didier Paris, voilà, je pense que le message est passé. Alors, autre question dans l'assistance? Il n'y en a pas? On a... Ah, si. Monsieur le maire de Saint-Romain. Oui, merci de cette possibilité de s'exprimer. Oui, le débat commence bizarrement pour moi. Donc, je suis maire de Saint-Romain, un petit village de 240 habitants. Et moi, ce n'est pas le cumul ou pas cumul. Moi, ce qui me travaille, c'est la proximité avec les populations. Et pour être un peu humoriste, je vous suggérerais de mettre un gilet jaune. Au-delà des clivages politiques, pour nous, maires de petits villages, c'est de savoir en quoi vous pouvez représenter les populations sur des problèmes que je ne vais pas développer ici. Mais nous, ce qu'on a l'impression, c'est que des fois, on réfléchit, on a des idées, et puis on a du mal à les retrouver parmi les élus. Alors que ça soit différents partis, pour moi, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui me semble, c'est la proximité au-delà des cumuls. Comment vous envisagez, que vous soyez sénateur, député, les relations avec les élus et les maires. Merci. Alors, merci, parce que c'est le deuxième volet de notre question. Si vous voulez, on passe à ce deuxième volet en utilisant votre question comme transition, parce qu'on voulait parler justement du projet de réforme constitutionnelle et spécifiquement de ce qui peut toucher les communes. Et par extension, je voulais aussi qu'on évoque la place de la commune dans l'intercommunalité, savoir quelle perception vous aviez. On parle souvent d'irritant, un terme à la mode sur la loi Notré. Je pense que cette question de la place de la commune dans l'intercommunalité en fait partie, et on peut peut-être débattre sur la réforme elle-même, mais aussi par extension sur l'avenir de la commune dans les EPCI. On avait commencé... Peut-être juste pour faire un lien entre la question qui vient d'être posée et la réforme constitutionnelle et notamment la représentation des territoires. Vous savez que donc dans cette réforme, il y a un élément majeur qui consisterait à diminuer le nombre des parlementaires, entre autres. Donc nous, au Sénat, pour nous, l'élément fondamental, c'est effectivement que cette représentation de proximité et que le parlementaire, en l'occurrence le sénateur, soit toujours accessible et en lien avec son territoire. Donc nous avons tenu à ce qu'il y ait au minimum, je dirais, un sénateur par département, ce qui paraît déjà énorme. La Côte d'Or est quand même un grand département, donc nous devrions compter au minimum 2 sénateurs. Mais voilà, vous vous rendez aussi compte de la réalité du travail au quotidien. 2 sénateurs sur un territoire grand comme la Côte d'Or, avec 704 communes. Voilà, donc la tâche n'est pas mince, mais vous avez raison, le lien il est essentiel, et d'ailleurs c'est ce qui fait la substance du quotidien des sénateurs. Tout à l'heure François l'évoquait, même si on est du mardi au jeudi au Sénat, le reste de la semaine on est sur les territoires, dans les réunions avec les communes, dans les réunions d'intercommunalité, et on entretient ce lien. On entretient ce lien par des débats et par des échanges sur les questions aussi d'actualité de ces territoires. Parce que c'est ça qui alimente à la fois nos propositions et puis nos réactions par rapport aux projets de loi qui peuvent nous être soumis. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la commune, elle est au centre des débats. Vous avez évoqué les gilets jaunes, mais on voit bien aussi tout ce qui fait l'actualité. L'Agence nationale de cohésion des territoires, on voit bien qu'il y a une question centrale aujourd'hui dans le fonctionnement de notre belle France. C'est comment préserver ce lien et comment être peut-être encore davantage attentif aux problématiques aujourd'hui, aux maladies
malaise des élus, hein. Je ne sais pas si on va en parler aussi, mais les problématiques de renouvellement aussi dans les communes. Donc on voit qu'il y a un vrai sujet pour qu'il y ait une meilleure synchronisation et que l'ensemble des échelons travaillent de manière plus harmonisée. Je crois que même si on a pu, il y a quelques années, avoir le sentiment que ce lien se distendait, en tout cas au niveau des différents élus, aujourd'hui, à mon sens, il est plus fort que jamais. Et moi, je vois dans beaucoup de réunions, de manifestations locales, tout le monde est là. Le maire est là, l'intercommunalité est là, le département est là, la région est là. Alors c'est vrai que ça fait, et les parlementaires sont là. Ça fait peut-être beaucoup d'échelons, mais en tout cas, tout le monde est autour de la table pour travailler. Et je pense que finalement, c'est assez positif et assez constructif de travailler comme ça aussi en équipe. Alors, par extension, on pourra parler aussi de la différenciation, de l'expérimentation. On a vu que le Sénat a travaillé sur une possibilité de commune nouvelle, communauté de communes, qui peut être intéressant ici ou là, ou qui peut ne pas l'être sur d'autres territoires. Je laisse la parole à Alain, à François, enfin, comme vous voulez. Hein, bon, allez, je préfère que je fasse. D'abord, je vais d'abord répondre une seconde avant à Anne-Catherine tout à l'heure, parce que on voyait un petit truc comme ça à la fin du débat, vous le prenez en travers. Ok, pour la taxe, c'est la raison. Mais dans le même temps, elle a oublié de vous dire que le Sénat, il a voté un budget qui fait déraper les finances publiques de 5 milliards, qu'il a augmenté l'âge de la retraite d'1 an, et tout ça, c'est pas dans le sens vraiment de ce que souhaitent les Français aujourd'hui. Non, non, non. Il n'y a pas de finances. Bon. Vous savez, au Sénat, la majorité de la commission des finances je vous parle de ce que je vois, parce que je suis au premier rang derrière le Premier ministre. Je le vois tous les jours. Donc, au Sénat, tous les jours, la commission des finances vous dit soyez économes, soyez rigoureux, faites des économies. Puis la commission à laquelle j'appartiens, la commission de la défense, elle dit il n'y en a pas assez, faites plus. On met déjà 2 milliards dans la loi militaire, il faut remettre 400 000 en plus. Puis remettez plus pour l'agriculture, puis remettez plus pour la culture, partout. Alors, il faut sortir un petit peu de cette frénésie, de schizophrénie permanente. Il faut être un peu cohérent. Peut-être qu'une fois, je ne dis pas que vous avez eu raison, mais vous êtes allé un peu dans le sens de l'histoire avec ça, mais je le reconnais. Sur la réforme constitue, première chose. Oui, je la voterai. Il ne vous a pas échappé que je soutiens le gouvernement. Je revendique, tant pis si je me fais accrocher. Je le soutiens. Parce que ça va aussi. Tout le monde a réformé la Constitution. Sarko l'a réformé, d'autres l'ont réformé, tout le monde l'a réformé. Bien. Et là, il y a une demande de l'histoire. Effectivement, quand vous interrogez les Français, ils vous disent il faut que vous baissiez la dépense. Même si c'est des magots, il y a une demande forte citoyenne de voir le nombre de parlementaires diminuer. Bon, aujourd'hui, on est 5 députés, 3 sénateurs. Demain, il y aura 3 députés, 2 sénateurs pour voter la loi au Parlement. Moi, je ne sais pas si ça changera vraiment les choses. Sans doute, il y aura moins de proximité. Je vous le dirai. Et je voterai le non-cumul dans le temps. J'en ai bien profité moi-même, mais à culpa. Hein, très bien, cumul dans le temps. Et 3, je voterai la proportionnelle par ailleurs pour une partie, pas trop, parce que je pense que la proximité. Dernier mot sur la proximité. Moi, je n'ai pas le sentiment d'être loin de mes électeurs. Je vais me tourner vers toi, Jackie, vers toi, Guy. Monsieur le maire de Saint-Romain, est-ce que je ne suis pas en proximité? Est-ce que j'ignore les choses? Est-ce que je ne connais pas Saint-Romain? Est-ce que je ne vais pas à Saint-Romain quand on me le demande? Toujours. Mais par contre, ce qui me gêne un peu, j'ai connu une époque où il y avait des sénateurs qu'on connaissait bien, Bernard Barbier. Tous ceux qui ont connu l'époque de Bernard Barbier, quand j'étais député, que Bernard Barbier était sénateur, Didier, on était invité à toutes les réunions de CIVOM, toutes les réunions de Comcom, toutes. Et on en faisait dans chaque trimestre 12, 15, tout le temps. Maintenant, on n'est plus jamais invité. Plus jamais invité. Il n'y a pas aujourd'hui une Comcom ou un homme qui nous invite à aller dans les réunions. Avant, on y passait 3 heures. Donc aujourd'hui, moi, je veux bien la proximité, mais il ne faut pas qu'on soit des parlementaires hors sol. Faut-il encore que pour la proximité, les gens nous invitent à y aller? Alors voilà, il y a des grandes Comcom dans le département. En 9 ans, j'y suis allé une fois. Alors qu'avant, on y allait tous les trimestres, 3 fois par an. Pas le trimestre d'été, 3 fois par an. Alors j'invite ici les présidents de PCI à dire, si vous voulez des sénateurs ou des parlementaires en proximité, invitez-les à vos assemblées générales. Bien, à nos pères. Ça y est, on est réveillés. Hein. Oui, on va pas jouer au ping-pong, mais je voudrais quand même répondre à François Patria, qui a fait lui aussi partie de la commission des finances, dont je fais partie, mais il y a l'article 40. Quand vous créez des dépenses, vous devez l'équilibrer par des recettes. Donc c'est important. Et les recettes, c'est plus de taxes. Et les recettes, c'est des taxes ou du gage sur le tabac, sur beaucoup de choses. Voilà, donc c'est important d'équilibrer. Il n'y a que la France qui a le droit, il n'y a que l'État français qui a le droit de ne pas avoir un budget en équilibre, alors que vous tous, dans vos communes, vos intercommunalités, vous avez l'obligation d'avoir un budget en équilibre, sinon vous êtes mis sous tutelle du préfet de région.
Voilà, sur la réforme, sur le projet de réforme constitutionnelle, je vous signale que tous les candidats à la présidence de la République ont voulu cette réforme de diminuer d'un tiers les sénateurs et les députés. Je vous signale qu'actuellement, il y a autant de députés et de sénateurs que sous la Troisième République où nous étions 40 millions d'habitants. Le Sénat coûte par habitant 5 €, l'Assemblée 7 € à peu près. Donc quel est le prix de la démocratie? Nous aurons 2 sénateurs pour représenter 705 communes. Ça demandera beaucoup plus de travail. Si le citoyen le désire, nous sommes les serviteurs du citoyen. Nous allons nous plier à cette loi de réforme constitutionnelle que je trouve un petit peu démagogique, parce que c'est important de faire de la qualité, et souvent on vote des lois, et vous nous le dites souvent, qui sont inutiles, et on revient dessus. Et dernièrement, on a eu un petit cocktail à la commission des finances, dont tu ne fais plus partie, et tes anciens collègues du Parti socialiste m'ont dit « Alain, on a voté une chose horrible, c'est la loi Notré ». Tes collègues, hein, voilà. Donc, constamment, nous non plus, nous n'avons pas voté avec Anne-Catherine, ce n'est pas notre loi. Donc constamment, par contre, on revient sur des lois qui sont caduques. Et ce dont on ne parle pas, ce dont on ne parle pas, c'est pas la représentation nationale. Moi, en tant que citoyen, ce qui me gêne, c'est la grande administration. Parce que quand vous devenez ministre, et tu as été ministre, on voit souvent notre collègue sénateur ou notre député devenir ministre, et puis après, il change. Parce que dans les ministères, il y a une haute administration qui a une haute opinion de son ministère, et rien ne change. Dans les autres États, il y a un spoil system, c'est-à-dire qu'on change l'administration. Le ministre qui arrive avec ses conseillers, il choisit ses spécialistes, et ça avance. Et j'aimerais qu'on réfléchisse un peu plus loin, au-delà de taper sur le bouc émissaire que le parlementaire, c'est tellement facile, c'est tellement démagogique. On va vous demander par référendum de supprimer le Sénat et l'Assemblée nationale. Je suis sûr qu'il y a 80% de oui. C'est pas ça la démocratie. Il faut changer la haute administration, et j'aimerais qu'on réfléchisse un petit peu, qu'on s'élève un peu, et qu'on réfléchisse sur le système administratif français qui est suradministré. Et je répondrai à Serge Grappin qui parlait de l'écoute. Comme l'a dit notre ami Jacquenet, les sénateurs qui sont près du terrain ont voté à l'unanimité les fonds de concours, parce que nous sommes constamment à votre écoute. Et j'espère, je regarde M. Paris, j'espère que l'Assemblée aura le courage de suivre le Sénat. Alors, le compteur tourne. C'est vrai qu'il aurait fallu peut-être qu'on mette des compteurs pour chaque temps de parole, mais il nous reste un quart d'heure. Anne-Catherine, peut-être très rapidement, je voudrais qu'on donne la parole après à quelques questions, et je voudrais surtout qu'on parle de quelques statistiques fondamentales derrière. Moi, juste quelques éléments factuels sur cette réforme constitutionnelle qui mobilise beaucoup la nation, pour que vous compreniez comment nous la lisions. D'abord, quand on dit baisse de la dépense, c'est faux, puisque très clairement le président de la République a dit qu'il n'y aurait pas une baisse des budgets, puisque les budgets, les économies qui pourraient être faites par la diminution du nombre de parlementaires sera affectée dans des moyens. Donc il n'y aura pas d'économie. C'est juste une baisse de la représentation. Et cette baisse de la représentation se fera que demain, la France sera le pays d'Europe avec la plus faible représentativité entre les parlementaires et l'habitant. Un parlementaire pour 171 000 habitants. Donc voilà, il faut que vous en soyez conscients. Aujourd'hui, on est dans un ratio qui est dans la moyenne européenne. Demain, nous serons le pays d'Europe avec la plus faible représentativité par habitant. Et enfin, juste un mot sur, si tu veux qu'on l'évoque maintenant, sur le droit d'expérimentation, sur les différenciations. C'est un peu dans la continuité de ce que j'évoquais tout à l'heure. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une vraie réflexion au niveau du Parlement pour donner plus de liberté, d'organisation au territoire, et pour que les territoires puissent s'assembler aussi en fonction de leurs projets. Et on passe d'une intercommunalité qui a été une intercommunalité de chiffres, où on a obligé des territoires à se regrouper voilà, en fonction de chiffres à atteindre, du nombre de populations, sur des territoires. Aujourd'hui, on rentre plus sur le fond, sur le qualitatif, c'est quel projet et comment on peut travailler ensemble, et comment justement dans la différenciation, on donne l'opportunité de ces territoires
à ces territoires à s'organiser. Il y a un sujet quand même sur lequel qu'on n'a pas évoqué sur la réforme constitutionnelle, c'est les pouvoirs du Parlement. Parce que si vous lisez bien le texte de la réforme constitutionnelle, vous verrez aussi qu'on enlève beaucoup de pouvoirs au Parlement et que ça pose vraiment la question de l'équilibre des pouvoirs et de la démocratie et donc de la concentration des pouvoirs au sein de l'exécutif. Alors, le temps... François, Thibault très rapidement, s'il te plaît, qu'on donne la parole à la salle. J'ai pas été trop long à chaque fois, j'essaie d'être plutôt... La loi NOTRe. Pourquoi aujourd'hui les maires sont mécontents? Ils sont mécontents parce qu'il y a deux choses qui les ont choqués. 1, la baisse des dotations. 2, la loi NOTRe. La loi NOTRe, j'y ai participé. La baisse des dotations, c'est fini depuis 1 an et demi, donc on ne peut pas faire porter à ce gouvernement la responsabilité. La loi NOTRe. Pourquoi la loi NOTRe est une bouillie de chat? Pourquoi? Parce que là, la responsabilité n'impose pas aux parlementaires. Elle revient à tous les élus locaux. Quand l'ADF, l'AMF, l'ARF se sont réunis pour savoir comment on répartit les compétences. J'ai participé à 4 commissions avec Balladur, avec tout le monde. Dedans, jamais elles n'ont pu se mettre d'accord. Tout le monde voulait tout garder. Les régions voulaient garder l'économie. Le département voulait garder de l'économie. Les communes voulaient en garder. Sur tous les sujets, on n'a jamais pu se mettre d'accord. Jamais les assemblées représentatives des élus locaux, ce qui fait que le parlementaire, il a dû tenir compte, alors on a trouvé des moyens bâtards. Moi j'ai créé la première communauté de communes de France, avec mes amis de Pouilly ici. Pour la première, le 12 juillet 92, c'était la loi de Jox de février 92. 6 mois après, on faisait la première communauté de communes de France. On l'a fait parce qu'on était une intercommunalité de projet. Aujourd'hui, moi je ne suis pas pour les grandes intercommunalités. La loi NOTRe l'a trouvée parce qu'il y a eu un accord. Et contrairement à ce qu'on peut dire par ailleurs, la loi NOTRe, elle n'a pas été votée que par l'Assemblée. Elle a été votée par le Sénat. Elle a été votée parce qu'il y a eu un accord en commission mixte paritaire entre le Sénat et l'Assemblée. Donc c'est un mauvais, si vous voulez, un mauvais résultat, c'est un mauvais mix et il faudra la changer. Voilà. Alors, bien, il nous reste quelques minutes. Moi, je voulais... on ne fera pas le débat sur le volume des dotations et sur l'affectation particulière de chaque commune. On ouvrira ce débat peut-être ailleurs. Mais je voulais juste vous apporter quelques statistiques, mesdames et messieurs les sénateurs. 52%. 52% des maires aujourd'hui déclarent ne pas vouloir se représenter, contre 36%. C'est exactement les mêmes ratios inverses qu'en 2014. On est sur une situation inverse. Et autre statistique qui est inquiétante, 40% des maires élus pour la première fois en 2014 déclarent ne pas vouloir y retourner. Par conséquent, moi j'ai une question, et n'hésitez pas à poser des questions dans les quelques minutes qui nous restent. Ça vous inspire quoi? Et qu'est-ce que l'on peut changer, vous, en tant que législateur, pour que ces statistiques puissent retrouver un petit peu d'optimisme? Mais je laisse la parole à la salle pour quelques questions. Alors, présente-toi, hein, s'il te plaît. Je vais me présenter. Bernard Aquin, maire de Billet. Entre Auxonne et Dole, ça se situe ce truc-là. À la frontière entre la Côte d'Or et le Jura. Je rappelle ça parce que quand il y a des frontières pas loin, ça pose quelques soucis. Je m'adresse à la sénatrice. Bonjour Anne-Catherine, bonjour Alain, bonjour François. Alors, c'est surtout à toi, tu disais tout de suite que tu soutenais la majorité, j'avais vaguement remarqué. Je ne suis pas le seul. Mais je sais aussi que tu as quand même tes entrées assez haut placées. J'entendais parler de la haute administration. J'en connais tous les fonctions publiques. Moi, je vais vous parler de la moyenne administration, celle qui nous emmerde au quotidien. À savoir, la DDT, parce que chez nous, à Billet, on est en RNU. On envoie un CUB, on n'a jamais de réponse. Comment se fait-ce? Alors les CUA, on sait qu'on n'en aura pas. Donc on fait des CUB. Il n'y a pas de réponse. J'ai la chance d'avoir une secrétaire qui bosse sur 2 mairies avec 2 perceptions différentes. Mais il n'y a pas la même façon de travailler, les consignes ne sont pas les mêmes. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Ça dépend du trésorier ou de la trésorière. Je trouve ça un peu lamentable. On prend une délibération en conseil municipal, un fonctionnaire qui doit s'ennuyer dans son bureau nous retoque parce que la virgule n'est pas au bon endroit. Alors il va peut-être falloir un jour, si tu as un peu de pouvoir François, je compte sur toi, que ça change. De surcroît, on a reçu au mois d'octobre un courrier au mois de novembre de Monsieur le Président de la République qui nous explique qu'à chaque fois qu'une norme est créée, il y en a 2 de supprimées. Je voudrais bien savoir lesquelles.
Merci à toi, je me sens moins seul. Une dernière question? Alors, une dernière question et après un petit tour de table pour finir la réunion. On est limité dans le temps? Oui. Oui, on va y aller très calmement. Il y a un autre plateau derrière. Bonjour Ludovic, Anne-Catherine, Bonjour. Alain. Enfin, oh, on n'entend pas. Là, ça y est. Donc, Monsieur Deloy, le maire de la commune de Magny-Montarlot. Donc, Val-de-Saône, on se connaît un peu tous. Alors, effectivement, je vais répondre à mon collègue. Le choc de simplicité, il est où? Parce qu'il en faudrait un. Parce qu'effectivement, sur le menton, et on va y aller. Choc de simplicité. Parce qu'effectivement, nous, moi je suis élu depuis 10 ans. J'ai vu des choses évoluer, mais pas forcément dans le bon sens. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, bah, être maire de commune, c'est pas simple tous les jours. Hein. C'est surtout avoir des problèmes administratifs. Voilà. On est dans la même situation avec mon collègue. C'est effectivement, on se refait caler effectivement des délibérations pour une virgule, des choses comme ça. Essayer de faire au moins un choc de simplicité. Voilà. Autre chose aussi, moi je me posais la question sur la taxe d'habitation. Parce que là c'est un sujet. 22 milliards apparemment, 22 milliards. La question c'est où est-ce que vous avez pris l'argent? Voilà. Parce qu'effectivement c'est ce que pense la majorité des gens chez nous. C'est vous faites des cadeaux, mais par contre derrière, où est-ce qu'on prend l'argent? Voilà. Parce qu'on dit, nous on est obligé de faire effectivement des budgets équilibrés. Vous, non apparemment, non. Voilà. Donc moi 22 milliards, moi ça me pose des questions, parce que c'est toujours les Français qui payent. Voilà. Par contre aussi, il y a une chose importante, c'est l'Europe. Voilà. Donc on va prendre un exemple, c'est un truc tout simple, les chauffeurs poids lourds. Un chauffeur poids lourd polonais coûte 350 €. En France, vous êtes 1005. On rivalise comment? Voilà. Donc déjà, je pense que déjà, faites quelque chose au niveau de l'Europe, essayez de travailler par rapport à ça. Voilà. Ça c'est une première des choses. Et la question elle est toute simple, c'est qu'est-ce que vous faites pour la simplicité des élus? Voilà. Merci. Donc, je vous propose un dernier petit tour de table parce qu'il y a une table ronde suivante. Donc, redoutable exercice de répondre chacun en 1 minute 30. Il y a 6 questions, c'est difficile. Enfin, Alain, tu commences ou... Moi, je veux bien. Je répondrai à notre premier maire qui a un village fleuri et qui a l'habitude d'envoyer des fleurs. Et je le remercie pour cette bonne question sur cette moyenne administration qui nous emmerde. Je pense que on veut diminuer le nombre de fonctionnaires. Je pense qu'il faut les mettre au bon endroit. Il faut les mettre dans la proximité, au contact avec l'élu, au contact avec l'administré. Et c'est insupportable quand vous téléphonez à la CAF ou à un autre organisme de tomber sur un standard téléphonique qui est payant, où vous attendez 1 heure d'avoir le bon interlocuteur. En général, vous passez votre journée à trouver la bonne réponse. Sur les normes, elles sont énormes. Les normes, hein, c'est un pléonasme. Mais la loi sur l'eau, qui embête les communes, les communautés de communes, sur les compétences. Sachez que sur la loi sur l'eau, il y a 7 polices de l'eau qui vous surveillent. 7 qui s'empilent, qui font la même chose et qui sont souvent contradictoires. Il y a vraiment, comme vous l'avez dit, monsieur le maire, un choc de simplicité à faire, le choc du bon sens. Et il y a les lois qui sont votées par le Parlement. Il y a quelque chose dont on ne parle jamais, ce sont les décrets d'application qui viennent des administrations et des ministères. Sur la taxe d'habitation, elle avait une vertu de responsabiliser le citoyen dans sa commune. Il payait pour sa commune. Une commune, c'est un syndic de copropriété. Tout le monde paye. Et encore, jusqu'à présent, à peu près 50% de la population était exonérée parce qu'elle était en fonction des ressources de chaque foyer. Okay. Et vous avez parlé, monsieur le maire, du dumping social. On a un problème européen. L'Europe, c'est un beau projet. Monet disait, si j'avais recommencé l'Europe, je commencerais par la culture. Et la culture, c'est pas qu'une chose intellectuelle. C'est les cultures de chaque pays, mettre tout le monde au même niveau, que tout le monde réfléchisse au même niveau et se mettre à faire de bonnes lois. Ok. On voit que la minute 30 a un peu dépassé, mais on va essayer quand même de tenir. François ? Allez. Alors, il y avait 7 questions. Je ne peux pas faire cette question en 1 minute 30. Alors, comment en prendre? D'abord, première question posée, la fatigue des maires et le découragement. C'est vrai, j'ai remarqué dans ces statistiques que c'est surtout des maires plus récemment élus
que des anciens maires qui sont découragés. Les anciens maires, ils tiennent la rampe parce qu'ils connaissent un peu mieux, d'autres ont été élus et ne mesuraient pas l'ampleur de la tâche des maires. Mais pour ce faire aujourd'hui, c'est vrai. Et moi, malgré tout, Ludo, je ne suis pas trop inquiet parce que tu verras, aux élections municipales, il y aura pas moins de candidats qu'avant. Il y en aura toujours assez. Mais que les gens ne veulent pas les assumer comme tels, je ne suis pas trop inquiet sur l'avenir des vocations dans les mairies, vous verrez. Je connais des communes de 40 habitants où il y a 2 listes municipales, rassurez-vous. Ça viendra quand même. Bon. Et les maires qui sont... J'entends bien, je sais. Alors, pour répondre à une partie des questions, cette majorité, pour la première fois, depuis la Ve République, a voté le droit à l'erreur. Si vous vous trompez, vous avez un droit à l'erreur, vous pouvez réparer. Mais pas pour les communes. Ça n'existait pas avant. Il l'a globé pour... Non, il l'attendait, il l'a fait. Bon. On n'est pas là pour attaquer le président ou pas le président, ou alors si on fait ce débat-là, on prend 2 heures. Hein, d'accord. Bon. La troisième chose, choc de simplification. J'entends bien, et moins de fonctionnaires. Tout le monde dit, il faut moins de fonctionnaires. J'entends bien qu'on ne veut pas moins d'infirmières, moins de médecins, moins de policiers, moins d'environnement. J'entends pas ça. Mais j'entends moins les fonctionnaires de premier rang, de deuxième rang. Mais dans le même temps, quand on a supprimé la DDT, pour répondre à ta question, qu'aujourd'hui elle est à l'os, qu'il n'y a plus personne dedans, alors c'est difficile de répondre. D'un côté, on ne peut pas dire diminuer les fonctionnaires, puis après, il n'y a pas assez de personnes pour répondre. Il y a maintenant le numérique pour le faire à côté. Je sais que c'est compliqué d'avoir des répondeurs tout le temps, mais je sais aussi que mission est donnée au préfet et à tous les gens de l'administration, au sous-préfet aujourd'hui, d'être au plus près du territoire et de le faire avec eux. Dernière chose, on ne m'a pas répondu, il y avait une autre question, c'était laquelle? La taxe d'habitation. Ah, là je voudrais leur répondre, c'est important. Moi je ne comprends pas. Quand on met des taxes, les gens disent c'est scandaleux, trop de taxes, arrêtez. Et quand on baisse une taxe qui est injuste, les gens disent qu'il faut la garder. Il faudrait peut-être qu'on sorte un peu de l'ambiguïté. C'est une taxe. La taxe d'habitation, c'est la taxe la plus injuste qui soit. On paye moins cher de taxes d'habitation autour de Notre-Dame à Dijon qu'on en paye au Grésy. Vous entendez bien? On paye moins cher de taxes d'habitation dans le 6e arrondissement qu'on en paye à Pouilly-en-Auxois. Si vous trouvez que c'est juste, si vous trouvez que c'est bien, et qu'on ne peut pas la changer parce qu'on a essayé tous les critères qu'on n'a pas pu, le gouvernement a dit, aujourd'hui, comment je vais la rembourser? Première phase de la taxe d'habitation, 12 milliards. Deuxième Didier, 18 milliards. Troisième, 21 milliards. Sur 3 ans, le gouvernement a dit, je vais la financer avec des économies de l'État et avec ce que je vais pouvoir gagner dans la relance économique à côté. On ne la remplace pas par une taxe supplémentaire. L'État va prendre sur ses propres économies pour pouvoir financer ce qu'il compense à l'euro. Dernière chose, Ludo. Ouais. J'ai invité le président, je lui ai envoyé encore un SMS hier soir. Je lui ai dit, Monsieur le Président, si tu commences la tournée des maires, je veux bien qu'on le fasse avec tous les élus de Côte d'Or, avec l'ADF, avec l'ARF. J'espère que sa première visite pour les maires viendra pour là, mais il sera bien meilleur que moi pour vous répondre. Merci. Bah, tu nous donneras le numéro. Bon. Alors, rapidement. Voilà, pour finir, Anne-Catherine Lozier. Rapidement, le malaise des élus, je pense que c'est un danger majeur pour la démocratie. Et qu'aujourd'hui, l'ensemble de la population commence à prendre conscience combien les missions d'un élu de proximité sont lourdes et difficiles. Et d'ailleurs, on voit avec horreur un certain nombre d'élus qui ont été même agressés ces derniers temps, à tous les niveaux, d'ailleurs, élus locaux et élus nationaux. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une mission, un pilier de notre démocratie qui est en danger. Donc le Sénat s'est penché sur la question, il est en train de mener un grand débat avec des propositions qui donneront lieu donc à des propositions de loi sur le statut de l'élu, sur la responsabilité, la protection aussi à la fois juridique par rapport aux responsabilités pénales des élus, sur les indemnités, sur la protection sociale. Moi j'essaie de travailler aussi sur des éléments de valorisation du mandat parce qu'il faut que les années qui sont consacrées aujourd'hui et qui seront consacrées demain par nos concitoyens sur des mandats d'élus soient valorisés, peut-être comme une valorisation d'acquis d'expérience dans le cheminement et dans la carrière professionnelle. Il faut que être élu, ce soit un moment et un parcours de la vie, mais qui apporte des choses et qui soit davantage respecté, considéré. Et vraiment, aujourd'hui, nos institutions travaillent là-dessus parce qu'une fois encore, je crois qu'on l'a bien compris, les maires et les élus locaux sont en danger et on ne peut pas prendre ce risque. Sur le volet de l'administration, là aussi, on entend de plus en plus un discours qui tente à dire que l'administration doit être un facilitateur. L'administration ne doit pas être un contrôleur normatif. Il doit être un facilitateur. Il doit aider les élus au quotidien. C'est ce que les ministres nous disent régulièrement. Et en tout cas, moi, c'est le discours que je tiens quand je travaille avec les représentants de l'État. Comment faciliter le dialogue au quotidien et faciliter les élus dans l'exercice de leurs tâches. Et enfin, un mot sur la taxe d'habitation. Je pense qu'il y a
Il n'y a pas d'impôt juste. Le problème, c'est la méthode. Et le problème, c'est qu'avant de supprimer un impôt, il faut s'assurer de trouver des solutions et de savoir comment on le finance. Alors, Alain, 8 secondes. 5 secondes. 5, 1. Le dégoût des maires, vos indemnités, qui sont des indemnités de fonction, ont été imposées. Le Sénat est revenu là-dessus. On peut saluer le travail du Sénat. Et le Sénat ne veut pas être une opposition